Hello les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, mes vidéos dépassant maintenant régulièrement et largement le nombre de mes abonnés. J'ai toujours mis un point d'honneur à répondre à vos commentaires, eux aussi très nombreux. Vous êtes un public exigeant et cela me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et là, force est de constater que non seulement je reçois beaucoup de questions concernant l'incendie de Notre-Dame, en me demandant une émission sur le sujet, mais je ne sais pas pourquoi, malgré la masse énorme d'informations présentes sur la toile, je préfère vous inviter à la prudence. Je ne sais pas si mon avis a beaucoup d'importance, mais j'ai écouté comme vous de nombreux experts être totalement abasourdis par un tel incendie, qui, comme vous le voyez, dégage des fumées ocre, jaune, soufrées, mais principalement au cœur de la fournaise, qui, d'après maintenant, tout le monde s'invite à dire que l'origine du feu serait partie à la base de la flèche. On a tous vu, sur les plateaux télé, l'ancien architecte responsable de la restauration de la cathédrale expliquer que quand il est parti à la retraite, la cathédrale a été mise aux normes de sécurité totalement drastiques. Le réseau électrique a été totalement refait, le réseau d'alarme incendie très conséquent, une sécurité active de 2 hommes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'impossibilité pour lui de concevoir que du chêne très vieux, donc très dur, puisse prendre feu aussi rapidement. Et quand le journaliste Pujadas lui demande où cette conclusion le mène, on voit cet architecte se fermer comme une coquille d'huître et se crisper. Où cela peut le mener? À un incendie volontaire, bien sûr, l'inverse de l'incendie accidentel. Mais il ne peut le dire. Pourquoi? Parce qu'en face, nous avons la police politique de la pensée unique, qui va nous traiter soit de complotistes ou de conspirationnistes, quand ce n'est pas, comme cet homme politique du parti au pouvoir en place, dont j'ai oublié le nom, traiter un gilet jaune se posant ces mêmes questions de débile profond, en direct à la télé. Voilà où en est la France. Complotiste, conspirationniste, débile profond, ces noms reviennent systématiquement maintenant. En quoi, moi, Sylvano, serais-je un complotiste ou un conspirationniste? Juste parce que je pense et raisonne autrement. Je complote quoi? Rien. Je conspire quoi? Rien. Alors, serait-ce devenu l'arme du pauvre, la réplique à la mode pour se débarrasser des questions qui fâchent? Cogito ergo sum, disait l'immense René Descartes. Traduit en français, je pense, donc je suis. René Descartes était un brillant philosophe, mathématicien, physicien du XVIIe siècle. Il a même donné l'adjectif de cartésien. Si on prend le Larousse, on trouve pour la définition de cartésien quelqu'un qui a l'esprit rationnel et rigoureux. Il a été déformé au cours des années et aujourd'hui, on l'utilise presque comme synonyme de quelqu'un qui ne croit qu'en ce qu'il voit. Or, je suis désolé, c'est totalement faux. Je suis rationnel et rigoureux, donc cartésien, mais je crois en beaucoup de choses, comme René Descartes lui-même. Toute sa vie, René Descartes s'est intéressé à la puissance de l'esprit humain face à la connaissance. Autrement dit, pourquoi on sait tant de choses dans notre petite tête et comment on peut être sûr qu'elles sont vraies. Descartes découvre alors une seule certitude. Je suis une chose qui pense. Il a découvert une vérité indubitable. Tant que je pense, j'existe. Même si tout ce à quoi je pense est faux ou illusoire, le fait de penser reste incontestable. On est et on restera des sujets qui pensent et qui ont conscience de le faire. Or, on s'aperçoit ces derniers temps qu'avec ce gouvernement actuel, entraînant derrière lui la cahute de journalistes aux ordres, de scientifiques payés par les deniers publics, donc nos impôts, que le fait de penser différemment que ce qu'ils énoncent devient un crime. Tu ne veux pas te vacciner, tu mets en danger la société. Tu penses que le fluor est mauvais pour ta santé, tu es un imbécile. Tu ne manges pas 5 légumes et fruits remplis de pesticides, de fongicides par jour, tu es vraiment très bête.
Le glyphosate? Non, il n'est pas cancérigène, car une étude payée par son fabricant le prouve. Et c'est ainsi à longueur de journée, à tel point que nous devenons de plus en plus nombreux à délaisser les médias institutionnels qui se mettent encore à taper plus fort sur les conspis crétins. Ils font même maintenant la chasse aux fake news, alors qu'en direct, notre ministre des Armées, pour ne citer qu'un seul exemple, ose dire que la France vend des armes, certes, à la dictature de l'Arabie Saoudite, mais que cette dernière ne les utilise pas pour exterminer les Yéménites. Amen, circuler, il n'y a rien à voir. On se demande qui propage des fake news. J'ai suivi, comme vous, comme tous, les événements de Notre-Dame. Tout et son contraire a été écrit. J'ai écouté beaucoup de personnes à la recherche de vérité, obligées de prendre la place des journalistes qui ne font pas leur travail et qui se contentent de répéter comme des perroquets ce que on leur donne à communiquer. Perso, ce qui m'a le plus choqué, c'est la vitesse à laquelle on a décrété que c'était un incendie accidentel. Les flammes ravageaient encore la cathédrale, que l'on décrétait déjà que c'était accidentel. Et les journalistes idiots de propager la bonne parole. Et quel cerveau normalement constitué peut accepter alors que la police scientifique vient à peine hier, le 25 avril, de mettre les pieds dans l'enceinte de la cathédrale, que quiconque pouvait déduire que c'était accidentel? Personne, pas même un esprit cartésien. Surtout lorsqu'on connaît le nombre d'églises vandalisées, brûlées ces derniers mois, dans le silence assourdissant des médias en France. Chut, il ne faut rien dire pour ne pas attiser les haines. Laissons brûler ces vieilleries. Mais le plus intéressant n'est pas de lire les arguments des divers pompiers, architectes, bureaux d'études, qui ne croient pas un instant à la possibilité d'un incendie accidentel, mais de lire la réplique qui commence à s'organiser pour contrer ces arguments. Parce que c'est très important. On touche là comment on désinforme, mais dans tous les domaines, que ce soit la médecine, que ce soit l'ufologie. Ainsi, le très grand journal Le Monde, qui ne pourrait du reste vivre sans les aides de l'État, donc de nos impôts, arrive au secours. Je vous mets un article. Je vous le mettrai dans les liens pour que vous puissiez, bien évidemment, le lire dans sa totalité. Mais vous voyez le titre, Fumée jaune, vieux chêne, ces vidéos sur l'incendie de Notre-Dame qui ne démontrent rien. Bien, lisons-le ensemble. Des spécialistes nous expliquent pourquoi cela ne tient pas la route. Notez déjà l'utilisation du mot spécialiste. Comme cela, de facto, les autres qui se sont exprimés deviennent des non-spécialistes, donc des amateurs très peu fiables. L'article commence par énumérer tous les arguments et les vidéos des tests menés pour faire brûler des poutres en chêne que vous avez tous vus. Puis, dans un deuxième temps, il va les démonter, du moins essayer. L'article dit « Aussi probante qu'elles puissent paraître à première vue, les vidéos d'internautes qui tentent d'enflammer des morceaux de bois ne convainquent guère les spécialistes que nous avons sollicités. » Là, déjà, on minimise les vidéos, ces vidéos qui tournent sur le net, au cas où, évidemment, pour l'immense majorité des personnes qui ne les ont pas vues, car elles sont scotchées devant BFM, CNews ou TF1, mais qui en auraient entendu parler. On parle de bouts de bois, des morceaux de bois. Perso, dans ces vidéos, j'ai vu des grosses poutres en chêne, et encore beaucoup moins grosses que celles de la cathédrale. Mais en aucun cas, des morceaux de bois. On continue l'article. Ces démonstrations montrent ce qu'elles montrent. Le bois massif, c'est difficile à enflammer, ironise Armelle Muller, directrice du département Feu et Environnement de CNPP, Centre national de prévention et de protection, un groupe de prévention et de maîtrise des risques. Waouh! Une phrase qui est composée à 70% à énumérer le titre de la soi-disant spécialiste, histoire d'en jeter plein la figure, la placer en haut de la pyramide du savoir en la matière. On utilise le verbe ironiser, pour ne pas utiliser le verbe se moquer. Un peu trop fort pour, au final, une phrase qui ne veut rien dire. Car que reste-t-il? Ces démonstrations montrent ce qu'elles montrent. Autant rien dire. Le bois massif, c'est difficile à enflammer. Punaise. C'est le Monde qui écrit ça. Je suis stupéfait. Gala ou Closer, pourquoi pas, s'ils existent encore, ces revues. Mais Le Monde, on continue. Pour que le feu prenne,
Il faut que la température du bois augmente et que les gaz de pyrolyse s'accumulent, explique cet ingénieur chimiste qui fait partie des experts près de la cour d'appel de Rouen. Oh, oh, oh. Et hop, on rajoute 50% de titres ronflants en y précisant expert près de la cour d'appel. Alors là, monsieur et madame, tout le monde sont assommés, ils pensent, bah oui. Ouais. Surtout qu'elle utilise un terme un peu technique, gaz de pyrolyse, que tout le monde ne va hélas pas comprendre. On continue l'article, on y reviendra. Les gaz qui sont émis par le bois en parallèle de la hausse de température prennent ensuite feu s'ils entrent en contact avec une quantité suffisante d'oxygène contenue dans l'air ambiant. C'est notamment de cette manière qu'un incendie peut se déclencher bien après le début d'une combustion lorsque l'oxygène arrive en grande quantité. Ces conditions ont pu être réunies dans le cas de l'incendie de Notre-Dame, qui a démarré en milieu confiné, mais ce n'est pas le cas pour les vidéos tournées en milieu ouvert, où les gaz de pyrolyse ont facilement pu se dissiper. Oh, quelle démonstration. Elle en jette. Mais en fait, elle dit que dalle. Alors cette chimiste aime à utiliser le terme de pyrolyse. La chaleur décompose les matériaux, bois, plastique, tissu, et produit des gaz inflammables. C'est la pyrolyse. Soit les gaz brûlent tout de suite et alimentent le feu, donc un feu classique, soit ils s'accumulent, c'est vrai, dans une pièce. Si l'air rentre régulièrement dans la pièce, on peut avoir, à partir d'un certain taux, le ratio entre gaz et air, combustible-comburant, une inflammation de tout le gaz. Le feu occupe alors littéralement tout l'espace, c'est l'embrasement généralisé. On estime que pour qu'un feu se développe ainsi, il faut un flux thermique initial d'environ 20 kW par mètre carré. Un des paramètres fondamentaux du flux thermique dégagé par les flammes est l'apport d'air. Donc la ventilation joue à la fois un rôle dans la production de gaz de pyrolyse et dans la quantité de comburant disponible. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mais là, madame la chimiste, cela ne colle en rien, mais alors en rien, avec Notre-Dame. D'abord, on est sous les toits. Il n'y a aucun phénomène de pyrolyse possible, car il n'y a pas de tissu, pas de vernis sur les poutres, en chaîne, pur, un peu de sel, pas d'isolant, en polyuréthane, aucun coup de vent possible, et c'est surveillé comme le lait sur le feu. Vous avez vu des photos de la charpente? Donc voilà la charpente de Notre-Dame. Vous voyez qu'il n'y a pas de poussière, que c'est bien ventilé, que c'est de la poutre massif avec du fer qui tient. Qu'est-ce qui peut brûler là-dedans? Même s'il y a un nid d'oiseau qui brûle, à mon avis, on peut faire un barbecue là sans aucun problème. Mais bon, c'est que mon avis. Maintenant, comme on a dit que le feu avait pris la base de la flèche, on va voir sous la flèche. Voilà cette flèche. Là aussi, hein, vraiment pas de poussière, c'est magnifique. C'est normal, c'est entretenu, hein, c'est vérifié, c'est contrôlé. Du fer, un escalier en colimaçon qui monte. Qu'est-ce qui peut prendre feu là-dedans avec ces immenses poutres? On continue l'article. Il y a de grosses différences de situation, notamment le fait qu'un chalumeau est une flamme nue. Elle revient sur les expériences des vidéos YouTube qui montrent que le gars, à un moment, il en a tellement marre d'essayer sur du plomb son chalumeau qu'il attaque directement la poutre, qui n'apporte que peu d'oxygène à la combustion. Acquiesce Stéphane Weibel, membre de l'Association française des enquêteurs post-incendie. Beaucoup de facteurs ont pu jouer à Notre-Dame, observe-t-il. Les poussières, les vents, les ouvertures, les essences précises de bois en présence. Tout le travail de l'enquêteur incendie est de lister ces éléments et d'éliminer les causes au fil de son travail. Et voilà. Donc là, on rajoute encore un autre intervenant, en qui on rajoute encore un titre à rallonge, mais qui, lui, est totalement à côté de la plaque. Les poussières, les vents, les ouvertures, les essences. Lui, il n'a jamais vu les charpentes de la cathédrale, il ne sait pas qu'il n'y avait en plus pas de vent ce jour-là. Il doit certainement faire ses courses de bricolage chez le roi Merlin, et il ne sait pas ce qu'est du vieux chêne qui était traité à la manière des vieux charpentiers, donc on les trempait dans des bains de sel. On continue.
Il faut comprendre que dans ce type de situation, ce n'est bien souvent pas la charpente qui prend feu en premier, mais plutôt des matériaux relais comme des isolants, ajoute Armel Muller. Les isolants. Ah bon. On avait donc isolé la charpente de Notre-Dame. Je ne savais pas, mais on en apprend tous les jours, me direz-vous. On continue. Les experts que nous avons interrogés se gardent bien de tirer des conclusions sur une enquête en cours, complexe, dans laquelle ils ne sont pas impliqués et qui, surtout, commence tout juste. Pour une fois, j'ai rien à redire. Ils jugent, en revanche, fantaisiste l'affirmation selon laquelle la piste de l'accident ne tiendrait pas la route. Chaque incendie est différent, il n'y a pas de norme. À ce stade, tout est possible, et c'est en fonction des éléments du dossier qu'on pourra ensuite trancher, explique Stéphane Weibel. Encore une phrase où le lecteur lambda aura néanmoins retenu le terme de fantaisiste qu'il va associer aux détracteurs de la thèse accidentelle, alors que dans le même temps, ils sont totalement incapables de l'écarter. On continue l'article. La chronologie exacte des faits fait partie des clés pour comprendre ce qu'il s'est passé. Pour les experts, toute la difficulté réside dans le fait que le moment où l'incendie est devenu visible ne coïncide pas forcément avec le départ du feu. On pourrait, par exemple, découvrir qu'un feu couvait depuis un certain temps. Il a pu y avoir une combustion à l'intérieur d'une poutre, sans dégagement de fumée, note M. Weibel. Par exemple, les feux de tourbe couvrent pendant des mois sans être visibles. Alors là, on atteint le niveau 0. Il associe des grosses poutres en chaîne avec de la tourbe. De la combustion à l'intérieur d'une poutre. Alors là, les bras m'en tombent. Je paierais cher pour voir cela. Comment un feu peut prendre à l'intérieur d'une poutre en chaîne? On fait un trou, on met du feu. C'est complètement stupéfiant. Et puis associé avec des feux de tourbe. Oui, les feux de tourbe, effectivement. Les feux couvent dans la tourbe. Dans la cendre aussi, ça peut couver. Mais là, associer ça, c'est vraiment honteux. On continue malgré tout l'article. Si une combustion couvante est difficile à repérer, elle peut en revanche franchir un cap de manière brutale. Ce n'est pas forcément surprenant qu'un feu devienne vite très violent une fois visible. Détail Armel Muller. Un feu sous-oxygéné au départ peut être très chaud, puis prendre très rapidement et devenir très violent une fois qu'il est ouvert. C'est totalement vrai. Sauf que cela part de l'hypothèse d'une combustion couvante, totalement impossible dans ce cas. David Expert, donc là vous avez vu, on rajoute des choses qui n'ont rien à voir avec le contexte pour montrer au lecteur que c'est possible. Donc les autres, c'est des idiots. On continue. David Expert, les éléments connus du dossier pour l'heure, tout comme le fait de privilégier la piste accidentelle à ce stade, sans écarter définitivement l'hypothèse criminelle. Oh, merci. Non, en tout cas, rien d'incohérent. Et que les flammes soient d'origine accidentelle ou volontaire, les spécialistes s'interrogent sur les conditions de surveillance de l'édifice qui seront elles aussi décortiquées. Voilà. Donc au final, les ultra spécialistes ne savent rien, mais on a bien bourré le crâne au lecteur. Et surtout, on commence un petit peu déjà à mettre la balle dans le camp des spécialistes. Soi-disant conditions de surveillance. La deuxième partie de l'article est consacrée au dernier argument régulièrement avancé pour étayer la piste criminelle dans le départ de feu, le fait qu'une fumée jaune, que je vous ai montré tout à l'heure, se soit échappée de Notre-Dame. Selon la rumeur, cela prouverait l'usage de termites et signerait donc le crime. Mais attention, la chimie de la combustion est un sujet complexe, prévient Armel Muller, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. Vous avez vu? À chaque fois, on lui rajoute. C'est fou, ça. En fait, on ne pouvait pas tout lui rajouter d'un fois, parce que ça aurait fait un livre, quoi, tous ces titres. Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Mulhouse. Ah, punaise. Et allez. Et puis, en plus, qu'a-t-elle dit? Rien. Elle a dit la chimie de la combustion est un sujet complexe. Ah mon Dieu. T'as fait une école pour ça. Selon elle,
Voir dans la fumée jaune la preuve de l'emploi de termites n'est que spéculation, puisque d'autres explications sont tout aussi possibles. Ce qui est jaunâtre, ce sont souvent les fumées de pyrolyse ou les imbrûlés. Ah, ça y est. Elle revient avec ces pyrolyses ou les imbrûlés. Donc là, on associe termites à pure spéculation. Et pourquoi, je vous en prie? Parce que d'autres explications sont possibles. Ah d'accord. La termite, c'est possible ou pas? Apparemment, elle n'ose pas dire que non. Elle, spécialiste de la chimie. Donc pour vite sauver le soldat termite, elle revient avec sa pyrolyse et ses imbrûlés, totalement, improbables. On continue. Du polyuréthane qui brûle sous-oxygéné, cela donne la même chose, observe-t-elle. Autre explication possible, une combustion de plomb qu'on trouve justement dans la toiture de Notre-Dame. Contrairement à ce qu'affirme la rumeur, la présence d'une fumée teintée de jaune est donc complètement compatible avec la piste de l'accident. Ah, on continue de plus belle à émettre des hypothèses totalement farfelues. La combustion du polyuréthane, qui était un isolant. Ces belles plaques, vous savez, isolantes extérieures que vous voyez posées dans les maisons, pas la laine de verre. D'où il sortirait ce polyuréthane? Alors le plomb, je me souviens plus. Hein, je peux pas tout savoir, moi. Et, je sais pas, je sais tout. Mais sa combustion de mémoire ne fait pas de grosses fumées jaunes ocre. Je me trompe peut-être, hein, sans comme vous êtes des experts et des spécialistes. Je suis sûr qu'il y en aura qui me répondront. Du reste, les vapeurs de plomb doivent être très toxiques. J'ai été moi choqué qu'on laisse la foule si près. Mais bon. On continue. Stéphane Weibel est lui aussi catégorique. En tant qu'enquêteur, ce n'est pas de la fumée qui va me permettre de conclure qu'il s'agirait d'un incendie criminel. Ah ben, un article pour rien, donc. Mais par contre, vu le titre, l'article, ceux qui pensent que c'est pas accidentel sont des idiots. J'ai lu et regardé beaucoup de vos écrits, vidéos sur des raisons qui auraient fait que. Elles sont si nombreuses et infinies. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui passe sur le net. Surtout pour en faire une vidéo. Vérifiez d'abord. Il vaut mieux vérifier que de raconter des bêtises, car quelque chose me dit que cette affaire est trop grosse, trop énorme. Vous savez, moi, je suis un éternel optimiste bienveillant. Je n'arrive pas à penser qu'en face, ce sont des amateurs stupides. Cela peut aussi être un piège énorme. Je n'ai jamais vu un sujet autant enflammer la toile nationale, hein, je ne parle pas d'un événement international. Tout le monde y va de sa théorie, de son partage. Cela en devient exponentiel tous les jours. Mais si au final, on sortait une cause accidentelle, certes, improbable, inimaginable, mais réelle, une cause accidentelle pour ensuite démontrer les dégâts que les fake news provoquent et légiférer dans ce sens. Alors de grâce, prudence dans ce que vous publiez. Vérifiez avant, vérifiez les sources. Tel que l'incendie est fait, tout laisse à penser qu'il ne peut pas être accidentel. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors voilà, j'en ai assez dit sur le sujet. On va suivre évidemment des résultats de la police scientifique, de ce qu'on va trouver. Je vous rappelle que le sujet principal, c'est pas tellement l'église Notre-Dame, c'est toute l'île de la Cité. C'est tout ce quartier-là, cette petite île où se situe Notre-Dame, qui est à rénover. Et c'est très compliqué. On n'oublie jamais qu'une rénovation, ça coûte de l'argent. Une reconstruction, ça rapporte de l'argent. Encore juste une image pour finir. Voilà, Notre-Dame après vue du ciel. C'est assez impressionnant. Impressionnant. La chaleur a été bien vraiment concentrée en son sein, en son milieu. Beaucoup d'éléments qui rendent suspect le fait qu'ils ont annoncé, alors que les flammes ravageaient encore la cathédrale, que l'accident était accidentel. Bien. Je vous rappelle que j'ai ouvert sur YouTube la communauté face à face. Donc la communauté face à face, c'est quoi? C'est quand vous êtes sur ma page YouTube,
Vous avez au milieu communauté. Vous cliquez dessus, je publie des articles, je vous fais découvrir des chaînes, des sites, des blogs que j'apprécie. Et les nouveaux auteurs, n'hésitez pas à me contacter pour me faire découvrir vos travaux, vos chaînes. Ça me ferait grand plaisir aussi de vous en faire la publicité. Voilà. Alors ces dernières heures, j'ai travaillé 2 nuits, une nuit sur des vidéos et une nuit avec mon fameux astronome amateur nord-américain. C'était vraiment super, hein. Un gros boulot, parce que vous savez, moi je prépare les émissions, je prépare, j'étudie, j'invite pas quelqu'un comme ça, en sachant pas comment il fait pour faire des images de la Lune aussi spectaculaires, alors qu'on n'en voit jamais, quel matériel il utilise, tout ça. Et surtout, dans la masse de vidéos qu'il avait, de photos qu'il avait, en sélectionné pour vous. Et donc, ça arrive bientôt. Et encore un peu, pas mal de travail, 1 ou 2 nuits, je pense. Mais vous allez voir que ça en vaut le coup, car vous allez voir la Lune comme vous ne l'avez jamais vue. À très bientôt. Merci pour tout. Bye bye.